On poursuit ce Lex Inside et on va parler de la taxation des plus riches, du grand patrimoine pour financer l'effort de défense avec mon invité Olivier Jeanneret, associé au sein du cabinet Arsène. Olivier Jeanneret, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, l'Observatoire européen de la fiscalité, dirigé par l'économiste français Gabriel Zucman, a proposé de taxer à hauteur de 2 à 3 le patrimoine des plus riches pour financer l'effort de défense européen. Quels sont les précédents historiques de la taxation du grand patrimoine avant de parler de ce projet de réforme? Très bonne question, tout à fait d'actualité. Et en quelque sorte, c'est ce serpent de mer qui est l'imposition sur la fortune. C'est comme ça qu'on l'a connu il y a encore quelques années. Maintenant, c'est l'impôt sur la fortune immobilière. Avant, il y a eu l'IGF, l'imposition des grandes fortunes, sous le président Mitterrand. Mais même au début du XXe siècle, il y avait déjà des idées de taxation de la fortune, au-delà de la taxation des donations, des successions, qui est une autre façon de taxer la fortune naturellement. Donc on a eu des prémices, mais la réalité, la première fois où c'est arrivé dans notre système législatif, c'est en 81, après l'élection de François Mitterrand. Et donc on a eu après un va-et-vient en lien avec le va-et-vient politique, 81, 86, de nouveau en 89, puis des évolutions. La droite, au final, l'a conservé à un moment donné, l'a réformé. Il y a eu des questions de bouclier fiscal, il y a des questions de plafonnement. Ce sont un certain nombre de termes. C'est la sémantique qu'on a autour de l'impôt sur la fortune. Et voilà. Et donc la dernière grande réforme, c'était avec... elle s'est mise en œuvre avec l'élection, la première élection du président Macron. Et c'est cette transformation de l'impôt sur la fortune à l'impôt sur la fortune immobilière, où on est sur un rendement qui est moindre, une assiette qui est différente. Ce qu'il faut savoir, c'est intéressant aussi par rapport au débat qui est le nôtre, qui est qu'est-ce qu'on finance et pourquoi on a un tel impôt. C'est que l'impôt sur la fortune, en 2017, donc la dernière fois où il y a eu l'impôt sur la fortune, on est à peu près à 5 milliards de rendement. L'impôt sur la fortune immobilière, on est à 2 milliards, 2,5 milliards, et ça augmente en réalité chaque année. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'évolution du barème, on est toujours à 1,3 million pour rentrer dans l'impôt sur la fortune immobilière, mais les prix de l'immobilier augmentant sur les 6-7 dernières années, on est quasiment à 25-30% d'augmentation. Donc forcément, ça fait entrer de nouveaux contribuables dans cet impôt, ce qui fait que cet impôt rapporte de plus en plus. Mais il faut le mettre en perspective avec d'autres impositions sur le patrimoine, et notamment les impôts fonciers, qui représentent quasiment 30 milliards. Donc voilà, il faut savoir de quoi on parle Bien ici sûr. et pourquoi on le fait. Alors, on va s'intéresser au projet d'impôt du grand patrimoine. Il y a plein de questions juridiques qui se posent. La première, c'est est-ce que ce projet est compatible avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel ? Alors, il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, sur la table, il y a une proposition de loi donc de certains députés, notamment et principalement des députés de gauche qui se sont appuyés sur les travaux de l'économiste Zucman. Et à côté de ça, il y a le gouvernement qui, aujourd'hui, réfléchit à son propre texte. Pourquoi il le fait ? Parce que naturellement, les angles d'attaque ne sont pas les mêmes. On est sur une mesure qui serait plus une mesure de rendement, hein, côté écologiste. De mémoire, ce sont eux qui portent la primeur de ce texte-là, puisque les 2% qui sont aujourd'hui annoncés à partir de 100 millions de patrimoine sont censés rapporter, toujours regarder avec des pincettes, entre 15 et 25 milliards. Autant dire que la fourchette est grande, on est plutôt sur une fourche que sur une fourchette. Là où aujourd'hui le gouvernement planche sur un texte qui est plus symbolique en termes de rendement, puisqu'on devrait être à 1-2 milliards en fonction d'eux, et tout ça dépendra naturellement de l'assiette en la matière. Pourquoi ? Parce que sur la proposition de loi, l'assiette est large, elle touche tout le patrimoine, notamment le patrimoine professionnel. Et on a ce seuil de 100 millions. C'est comme cela qu'ils essayent de justifier la constitutionnalité du texte. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que, donc, en droit français, le système français, il y a le Conseil constitutionnel qui va s'assurer de la cohérence des lois avec la Constitution. Et il y a le principe d'égalité devant l'impôt. Alors, il y a notamment le principe d'égalité devant l'impôt, et après, il y a des principes aussi qui sont tirés de l'Union européenne, notamment le droit de propriété, hein, qui en est lié. Et au-delà de ce principe d'égalité devant l'impôt, il y a le caractère confiscatoire de l'impôt. Et c'est pour ça que sur l'impôt sur le revenu, il a été dit, notamment si vous vous souvenez, il y a eu des décisions autour de l'élection, post-élection de François Hollande, le président Hollande, sur un taxe à 75%. Ça n'a pas pu être mis en œuvre tel qu'il l'avait imaginé initialement parce que c'était confiscatoire. Sur le revenu, on est à peu près aux 2/3, au-delà d'une imposition prise au sens large avec certains types de prélèvements, notamment la CSG, CRDS.
On est aux 2 tiers. Sur l'imposition sur le patrimoine, il y a moins de décisions. Nécessairement, il n'y a pas chaque année rebelote des questions autour de ces textes-là. Et on en arrive en réalité à une obligation de plafonnement de l'impôt si on atteint un taux qui est trop important, qui fait que le revenu disponible ne permet pas de couvrir l'impôt qui est demandé. Et c'est d'ailleurs là où, entre la proposition de loi donc de certains parlementaires et le projet de loi, qui n'est pas encore connu dans son détail, du gouvernement s'oppose, c'est que le gouvernement irait plus sur un taux à 0,5%. Là où, avec un démarrage à 1,3 million de patrimoine ou 2 millions, bon, ça serait quelques différences, mais pas grand-chose par rapport à l'ISF tel qu'on l'a connu, là où le taux de 2% ne s'applique qu'à partir de 100 millions de patrimoine. Aujourd'hui, dans les décisions du Conseil constitutionnel, on a déjà eu des censures à 1,8% non plafonnés. D'accord. Mais, et c'est là aussi l'argument des députés, sans avoir un seuil d'entrée aussi élevé. Est-ce que introduire un seuil d'entrée très élevé aurait pour incidence de faire évoluer la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière, tout en sachant qu'à ce moment-là, on retomberait dans un autre écueil, à mon sens, et qui me paraît quand même assez pertinent, celui de l'égalité devant l'impôt. Quand il y a un impôt qui est payé que par 200, 300, 400 foyers en France, est-ce que réellement on est dans de l'égalité ou est-ce qu'on est dans de l'opportunisme? Est-ce qu'il y a d'autres obstacles juridiques ou politiques, hormis ceci? En réalité, c'est moi ce que j'aime bien voir dans les textes de loi, c'est pourquoi on les fait. Et notamment, je fais une petite digression sur tout ce qui est niche fiscale, parce que c'est aussi un grand débat aujourd'hui, c'est les niches fiscales. Est-ce que supprimer une niche, c'est augmenter l'impôt? Je dirais, c'est une façon de voir le sujet, et je pense qu'on peut le voir d'une autre façon. Mais ce qui est toujours intéressant, c'est qu'il y a des niches fiscales qui ont été mises en œuvre il y a 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui aujourd'hui n'ont plus de raison d'être. Là, ici, c'est la même chose. C'est pourquoi on fait ce texte-là. Qu'est-ce qu'on cherche à couvrir? Si l'idée, c'est de résorber le déficit, c'est pas avec les quelques milliards, même 15 milliards version Zuckman, puisqu'il en a plus ou moins la paternité, c'est pas ça qui va répondre au problème qui est le nôtre. Si c'est juste dire on va financer tel type de dépenses, c'est un peu se cacher derrière son petit doigt, je pense en tout cas, qui est de dire non, le problème il est plus structurel. C'est comment est-ce qu'on répond à nos besoins d'investissement, à nos besoins financiers, à la fait de résorber la dette aussi et de compenser en réalité des politiques fiscales passées qui peuvent être discutables. En définitive, l'impact réel de cette mesure? L'impact réel de cette mesure, elle est toujours très difficile à estimer. Pourquoi? Parce que, on voit entre 15 et 25, si je reste sur cette proposition de loi, entre 15 et 25 milliards, autant dire qu'il y a toutes les possibilités entre les deux. Après cela, il y a les approches, en tout cas les stratégies qu'on appelle d'évitement, que les gens peuvent appeler d'évitement d'impôt, qu'on appelle évasion fiscale. Après, il faut voir l'évasion fiscale. Il y a l'évasion fiscale qui est légale et celle qui est illégale. Il y a un peu le côté péjoratif de ce terme, mais évasion fiscale, de prime abord, ce n'est pas une fraude. L'évasion fiscale, c'est simplement dire je suis en France et je pars vivre dans un autre pays, c'est de l'évasion fiscale. Mais si vous partez réellement vivre dans cet autre pays, il n'y a personne qui peut vous critiquer et personne qui peut venir vous réclamer de l'argent en la matière. Et donc la question, ça va être un peu quel est l'impact, parce qu'on nous dit oui, mais la politique fiscale ne fait évoluer qu'à 0,2, 3, 4% les départs hors de France. Oui, mais la question, c'est une question qualitative, ce n'est pas une question quantitative, je pense. Et si les personnes qui sont amenées à payer cette taxe ne sont plus là pour la payer, les 15-25 peuvent se réduire comme peau de chagrin, sans compter d'autres types de conséquences qu'on ne mesure pas ici. Ce sera le mot de conclusion. Merci Olivier Jeanneret. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet Arsène. Merci Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de la complémentarité entre le règlement sur l'intelligence artificielle et le RGPD.